Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter la résolution de la série des exercices relative au bilan de la matière. Permettez-moi de rappeler les deux conditions fondamentales que doit vérifier une équation chimique. Dans une équation chimique, on doit respecter la conservation de la matière et la conservation de la charge électrique. En discutant cette phrase, j'avais oublié de mettre en évidence des mots qui ont été écrits ici par, je sais pas, mégarde ou négligence, ou bien j'étais interrompu et j'ai pas bien fait attention. Alors, le nombre de moles des éléments chimiques et non pas le nombre de moles en gros, c'est-à-dire le nombre de moles à gauche doit être égal au nombre de moles à droite. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas, et ce n'est jamais forcément conservé. Par exemple, ici, la somme des nombres de moles, c'est 3, mais ici, le nombre de moles n'est qu'un. Alors, pourquoi j'insiste sur ce fait? Parce que si je dis que le nombre de moles se conserve, alors on pensera automatiquement qu'il s'agit de la somme des coefficients stoichiométriques, et ça, c'est faux, et ça n'existe nulle part. Pourquoi j'avais introduit le nombre de moles des éléments chimiques? C'est justement pour pouvoir calculer la masse, et bien sûr, pour dire que ce sont les éléments eux-mêmes qui se conservent, donc là, c'était une erreur de ma part, et là, je la corrige. Pour commencer, considérons l'exercice 1 où on nous donne des équations chimiques à équilibrer. La première équation chimique, elle est relativement simple. En utilisant les lois de conservation de la matière et des charges, j'ai pas de charge à équilibrer, mais j'ai ici, par exemple, 6 atomes de carbone. Du côté droit, j'en dois en avoir 6. Pour le chlore, j'en ai 2 à gauche, à droite, je n'en ai qu'une, donc je dois multiplier par 2. Dans ce cas, j'ai 6 atomes d'hydrogène à droite, et j'en ai aussi 6 à gauche, et donc c'est terminé. On passe à la deuxième équation chimique. À gauche, j'ai un atome de magnésium, à droite j'en ai aussi un. J'ai 2 atomes d'oxygène, mais ici je n'en ai qu'un, donc je multiplie par 2. Voilà. Pour le chlore, j'en ai ici 2, plus 2, ça fait 4, mais là j'en ai qu'une, donc je dois multiplier ici par 2 plus 2, c'est 4. Voilà, donc pour l'hydrogène, j'ai ici 4 hydrogènes, et là aussi j'en ai 4, et c'est terminé. Je passe à la réaction 3, à l'équation 3, qui décrit la combustion du butane. La règle dorée pour les réactions de combustion, c'est de laisser le dioxygène vers la fin, et ce sera le dernier élément à équilibrer. Je commence par le carbone, j'en ai ici 4, donc je dois multiplier le CO2 ici par 4. Voilà. Ici, j'ai 10 atomes d'hydrogène, là je n'en ai que 2, donc je dois multiplier par 5. À propos maintenant de l'oxygène, j'ai ici 5 atomes d'oxygène plus 8, ça me fait 13. Mais déjà, je vais les multiplier par 2. Donc, je dois diviser par le 2, ce qui va me faire 13 demi. Alors, pour ne pas avoir de coefficient stoichiométrique fractionnel, on multiplie toute la réaction par 2, ce qui va nous donner la réaction de C4H10 plus 13O2 qui donne 8CO2 plus 10H2O. L'équation 4 présente certains éléments avec des charges électriques. Donc je dois, en plus du respect du nombre et du genre des éléments chimiques, je dois aussi respecter le nombre de charges totales à droite et à gauche. Je commence par équilibrer les éléments chimiques. Ici, j'ai un atome de chlore. Ici, j'en ai 2. Donc, je multiplie 1 par 2 du côté gauche. Ensuite, je passe à l'oxygène. Là, j'ai un atome d'oxygène. Ici, j'en ai aussi un, donc il n'y a pas de problème. Pour l'hydrogène, ici, j'en ai 3. Et là, j'en ai 2. Donc, apparemment, je dois multiplier ici par 2. Déjà, j'ai 2 charges négatives. Donc, je multiplie ici par 2.
et ici par 2. Donc j'aurai 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène de part et d'autre. Quant à la charge, j'ai ici du côté gauche 2 moins et du côté droit aussi, j'ai 2 moins. Pour les gens qui ont des problèmes lors de l'équilibrage d'une équation chimique, on aurait dû prendre ici A, B, C, D et E. J'ai gardé le résultat précédent pour pouvoir comparer. Alors cherchons maintenant à exprimer les lois de conservation pour le chlore, l'hydrogène, l'oxygène et aussi pour les charges électriques. Pour le chlore, j'ai A atomes de chlore à gauche et 2C atomes de chlore à droite. Pour l'hydrogène, j'en ai 2B et qui doivent être égales à 2D, voilà, 2D plus E. Pour la conservation de l'atome d'oxygène, je dois avoir B est égal à E. Finalement, pour la charge électrique, j'aurai moins A qui doit être égal à moins E. Bon, comme d'habitude, et au hasard, je vais prendre A est égal à 1. Je commence par remplacer directement A par 1, j'aurai ce système d'équations. Donc ça va me donner C est égal à 1 demi, E est égal à 1 et B est égal à 1. Que je remplace dans cette formule, ça va me donner 2 est égal à 2D plus 1. La résolution totale me donne ce résultat. Alors que on ne doit pas avoir des coefficients stoichiométriques fractionnaires, donc je multiplie l'ensemble par 2. Autrement dit, avec A est égal à 1, et C est égal à 1 demi, mais en multipliant par 2, j'aurai A est égal à 2, donc ce coefficient est égal à 2. C, c'est le coefficient de CL, est égal à 1. Petit b doit être égal à 2, voilà, c'est 2. E, qui est le coefficient de H au moins, donc voilà, E est égal à 2. Et petit d, qui est le coefficient de H2, doit être égal à 1. D'où le résultat. Passons à la dernière équation. Apparemment, je vais l'attaquer directement en utilisant la méthode mathématique. Voici donc la réaction non équilibrée. En guise de coefficient stoichiométrique, je vais utiliser A, B, C, D jusqu'à G. Donc, les lois de conservation des éléments et de charge vont me donner ce système d'équations. Et je suis sûr auparavant que j'ai le droit de choisir un paramètre avec une valeur donnée. Donc, nous allons poser A est égal à 1 et on va finir avec ce type d'équation comme système à résoudre. Alors, la résolution du système précédent me permet de trouver cette série de valeurs 1, A est égal à 1, E est égal à 1, C est égal à F, D est égal à F, G est égal à D, mais D est égal à 1 tiers, qui va me donner que G aussi c'est 1 tiers, et puis n'oublions pas l'équation qui disait que D plus F est égal à 1. Ceci me permet de déterminer A, B, C, D, E, F et G. Il est clair qu'on doit multiplier par 3 pour éliminer le dénominateur dans les coefficients stoichiométriques, ce qui veut dire que je dois multiplier tous ces coefficients par 3. Voilà donc le bon cofin des coefficients, c'est celui-là. A est égal à 3, B est égal à 2, C est égal à 2, D1, E3, F2 et G1, d'où l'équation. Si vous voulez pour l'or, j'ai 3 atomes ici, 3 ici. Pour l'oxygène, j'ai 3 à droite, j'en ai ici 1 et voilà 2. Je ne sais pas pour le bismuth, c'est 2, donc il est bien équilibré. L'idée de cet exercice est que, quelle que soit la méthode que vous avez suivie pour équilibrer une équation chimique, on ne vous demande jamais de la présenter, que ce soit la méthode intuitive ou bien la méthode mathématique. Ce qui est sûr, c'est que vous devriez avoir les deux conditions bien vérifiées. La conservation des éléments chimiques de droite et à gauche et la conservation des charges électriques entre la droite et la gauche. Travaillons maintenant l'exercice 2. Dans cet exercice, on nous propose la réaction entre le fer et le dioxygène. Cette transformation chimique aboutit à ce qu'on appelle l'oxyde de fer magnétique. On fait réagir la masse M1, c'est 223,2 g de fer et
de O2. Apparemment, c'est une masse commune O2 réactif. La première question nous demande d'écrire l'équation de la réaction. Avant de faire, discutons la formation de l'oxyde de fer magnétique. Alors, les ions ferreux, Fe2+, avec l'oxygène, vont nous donner l'oxyde de fer 2, tandis que les ions ferriques me donneront l'oxyde de fer 3. L'oxyde de fer magnétique, c'est en fait un amalgame entre les deux oxydes. C'est la formule Fe3O4, regardez bien. J'ai ici un atome de fer, ici 2, donc ici 3. 3 atomes d'oxygène, un atome, donc c'est 4. Donc c'est l'oxyde de fer magnétique. Donc pour répondre à la première question, on écrit bien sûr l'équation sans équilibrage et on essaye. Ici j'ai un atome de fer, ici j'en ai 3, donc je multiplie là par 3. Ici à gauche j'ai 2 atomes d'oxygène, ici j'en ai 4, donc il suffit de multiplier ici par 2. La question suivante, déterminer les quantités de matière initiale des réactifs. Eh bien, attention, il ne faut pas oublier la règle d'or, à l'aide de laquelle on peut travailler tous les exercices. On nous donne la masse. Pour trouver la quantité de matière, eh bien, il suffit de diviser par la masse molaire. On jette un coup d'œil sur les données, eh bien, effectivement, on nous donne les masses molaires. Il suffit donc d'appliquer la formule, la quantité que je vais noter N, puisqu'on va la rapporter sur le tableau d'avancement. Donc N, c'est petit m1 sur la. En appliquant, on trouve 4 moles. De la même manière, on peut calculer la quantité de matière du dioxygène et on va finalement trouver que c'est à peu près 7 moles. La question 3 nous demande de construire le tableau d'avancement de la réaction. Construisons ce tableau pas à pas. On commence par la première ligne qui comporte juste 2 cases. Dans la première, on doit préciser qu'on va écrire la réaction qui est pour nous Fe, etc. Remarquez qu'on a 2 réactifs et un produit. Donc le reste du tableau sera divisé en 3 colonnes. Dans la deuxième ligne, on précise les en-têtes telles que l'état, l'avancement et la quantité de matière en mol. Il nous restera alors 3 lignes à remplir. Dans la première, on remplit avec les données de l'état initial, dont l'avancement qui est égal à 0, la quantité de matière du fer qui est égale à 4 moles, et celle de l'oxygène, dans notre cas qui est N' est égale à 7 moles, tandis que le produit généralement, on prend toujours 0, c'est-à-dire avant démarrage de la réaction. Je rappelle que dans un tableau, on peut ou bien présenter la quantité de matière produite par la réaction, ou bien la quantité de matière du produit déjà présent dans le milieu. Le programme du tronc commun et celui du premier bac nécessitent qu'on mette ici un 0. Ça veut dire qu'on ne travaille qu'avec les quantités de matière produites par la réaction étudiée. La deuxième ligne est réservée à l'état intermédiaire, c'est-à-dire lors du déroulement de la transformation. Ainsi, l'avancement est X en général. La quantité de matière du fer qui reste, c'est N-3X. Celle de l'oxygène, c'est N'-2X. Remarquez bien qu'on met toujours moins pour les réactifs et plus pour les produits. Et X doit être toujours multiplié par le coefficient stoichiométrique. À l'état final, l'avancement est maximal avec bien sûr l'un des réactifs qui doit être limitant pour que la réaction s'arrête. C'est comme si on reprenait l'état intermédiaire, mais avec cette fois X max. La question suivante, c'est déterminer l'avancement X max de la réaction et préciser le réactif limitant. Pour répondre à la question 4, on doit toujours voir si j'ai les quantités de matière initiale des réactifs. Oui, je les ai. Donc la méthode sera unique. Je vais supposer que le fer est limitant et dans le deuxième lieu, je vais supposer que le dioxygène est limitant.
je ne dois jamais, dans cette étape, écrire Xmax parce que je ne sais pas si c'est le vrai ou bien si c'est pas le vrai. Donc, pour la première, ça va me donner que l'avancement Xmax, c'est N sur 3. Ça veut dire que c'est 1,33 mol. Par rapport à la deuxième supposition, je trouverai que la valeur Xmax, c'est 7 sur 2, c'est 3,5 mol. La comparaison montre que Xmax 1, c'est le plus petit. Donc, il jouera le rôle de l'avancement maximal. Et dans ce cas, l'élément chimique qui m'a permis de déterminer Xmax sera le limitant, c'est-à-dire, dans notre cas, c'est le fer. Établir le bilan de matière de la réaction. Le bilan de matière de la réaction n'est autre que les valeurs numériques des quantités de matière qui restent des réactifs et produites du produit. Ainsi, la quantité de matière, ça sera N-3 fois Xmax, ça va me donner 0 mol pour le fer. Pour le dioxygène, je vais écrire 7 moins 2 fois Xmax, donc 7 fois 2 multiplié par 1,33 qui va me donner 4,34 mol. Et enfin, pour les produits, il suffit de remplacer Xmax par sa valeur, donc la quantité de matière finale. Attention, dans un suivi de réaction, c'est-à-dire lorsqu'on établit le tableau d'avancement, on a ici l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Ça veut dire que les quantités de matière ne sont pas les mêmes. Par exemple, si je veux exprimer la quantité de matière du fer à l'état initial, je peux utiliser l'indice I pour N. Et pour la quantité de matière du fer à l'état intermédiaire, donc je peux utiliser N de F ou bien NT de F. Ce T, ça veut dire au cours du temps, à n'importe quel instant. Et pour l'état final, pour parler ou bien pour écrire ou bien pour noter la quantité de matière de fer, je dois utiliser un indice F. Pourquoi ceci? Parce que j'ai tout un suivi. Donc, lorsque je parle d'une quantité de matière, je dois préciser en quel moment je suis en train de parler. Lorsqu'on vous dit de donner le bilan de matière de la réaction comme ça, ça veut dire qu'on travaillera à l'état final. Parce qu'une réaction est faite pour avoir un résultat final. La question 6. Calculer la masse de l'oxyde de fer magnétique formé. On avait déjà calculé la quantité de matière finale de l'oxyde de fer magnétique formé. Et en utilisant la relation N qui est égale à petit m sur grand M, on va poser que M c'est la masse cherchée, puisque N c'est petit m sur grand M, produit des extrêmes est égal produit des moyens, on va trouver que la masse c'est grand M, la masse molaire, multipliée par la quantité finale. Application numérique, voici la masse molaire calculée et la quantité de matière qui va me donner 307,76 grammes. La dernière question étant c'est-à-dire est-ce qu'on est dans les proportions stoichiométriques? Autrement dit, est-ce que la réaction est stoichiométrique? On dit qu'une réaction est stoichiométrique lorsque tous les réactifs sont limitants. Dans notre cas, dans cet exercice, on avait considéré que les deux réactifs ne sont pas limitants, donc la réaction n'est pas stoichiométrique. Autrement dit, on n'est pas dans les proportions stoichiométriques. Passons maintenant à l'exercice 3. Lors de la synthèse de l'aspirine au laboratoire, on utilise 3,3 g d'acide salicylique solide et 7 ml d'anhydride acétique C4H6O3 liquide. L'équation de la transformation s'écrit comme ceci. Donc, calculer les quantités de ces deux réactifs dans l'état initial. Bien sûr, il s'agit des quantités de matière. Avant de commencer, on nous donne la masse. Donc, si je divise par la masse molaire, je serai en mesure de trouver la quantité de matière. Donc, pour l'acide salicylique, j'aurai petit m sur grand M, que je note par N1, pour pouvoir l'utiliser d'une manière compacte dans le tableau, et je trouve 2,39 10-2 mol. Pour l'anhydride éthanoïque, je peux noter N2 au lieu de N1, donc je vais prendre N2.
la même chose, donc M' sur grand M, mais cette fois, on nous donne un truc liquide. Pas de panique. Si je cherche la masse d'un liquide, je peux utiliser M est égal à ρ fois V. Et si jamais on nous donne la densité, eh bien la densité fois ρ de l'eau me donne la densité du liquide. Donc voilà, puisqu'on me donne ρ, donc c'est ρ fois V sur la masse molaire. On trouve finalement 7,4 10-5 mol. La question suivante, à l'aide d'un tableau d'avancement, établir un bilan de matière de la réaction. Voici donc le tableau d'avancement associé à cette réaction. Il est clair que le coefficient stoichiométrique, c'est 1 partout. Donc l'avancement maximal donné par l'acide salicylique, ça va me donner 2,39 10 à la puissance moins 2 mol, tandis que celui donné par l'anhydride sera 7,4 10-5 mol. Alors N2 est largement inférieur à N1, donc le réactif limitant, sans contestation, sera l'anhydride. Voilà donc X max, c'est 7,4 10 à la puissance moins 5 mol. De cette manière, on peut calculer la quantité finale de l'acide qui est N1 moins X max. Donc ça va donner 2,39 10 moins 2 moins 7,4 10 moins 5, ça va me donner 2,38. La quantité de matière finale de l'anhydride, c'est 0, tandis que les quantités produites sont pour les deux produits 7,4 10 moins 5 mol. Déterminer les masses des espèces chimiques présentes dans l'état final. À l'état final, j'ai trois espèces chimiques. On n'a plus de mystère pour ce type de question. Si on a la quantité de matière, il suffit de multiplier la masse molaire par la quantité de matière pour trouver la masse de l'échantillon. Pour calculer la masse de l'acide salicylique, il suffit de prendre la quantité de matière et de la multiplier par la masse molaire, 138, ça va me donner 3,174 grammes. Pour l'acide acétylsalicylique, donc j'aurai 13,3 mg. Et pour l'acide éthanoïque, ou bien l'acide acétique, on a 4,44 mg. Maintenant, la dernière question dit, quelle masse d'acide salicylique aurait-il fallu utiliser pour que le mélange initial soit stoichiométrique? Pour répondre à cette question, rappelons-nous du tableau d'avancement de cette réaction. Le voilà. Avec bien sûr l'avancement qui vaut 7,4 10 à la puissance moins 5. Alors, pour que la réaction soit stoichiométrique, il faut que N1 moins X max soit égal à 0. Autrement dit, N1 doit être égal à 7,4 10 moins 5. Ce qui fait quoi? Que la masse à utiliser, c'est la quantité de matière, N'1, la nouvelle qu'on nous demande, multipliée par la masse molaire, Ainsi, quand on fait les calculs, on va trouver 10,35 mg. Nous voici donc arrivés à l'exercice 4. Alors on verse dans un bécher le volume V, c'est 20 ml d'une solution de nitrate d'argent contenant les ions argent, Ag+, et de concentration Ag. Bon. On y ajoute petit m, donc une masse en poudre de cuivre. La solution initialement incolore devient bleue, donc ce qui prouve la présence des ions Cu2+, et il se forme un dépôt d'argent Ag solide. Écrire l'équation modélisant la réaction. Pour mieux réfléchir, et avant de lire les questions, j'imagine un petit peu de cuivre, de masse 0,127 g, que je vais mettre dans un bécher contenant une solution de nitrate d'argent de volume V et dont la concentration en ion Ag+ est 0,15 mol par litre. Le temps que la réaction se déroule, le liquide se colore en bleu et il y a un dépôt d'argent noirâtre. Dans ce mélange maintenant, il y a des ions Cu2+, d'après l'énoncé, il y a de l'argent déposé,
Alors les ions, ce sont eux qui donnent la couleur bleue. Et il ne faut pas oublier les NO3 qui ne sont pas transformés. Alors, les Cu2+ doivent provenir de la transformation du cuivre métallique et le dépôt d'argent doit provenir des ions argent présents déjà dans la solution. Donc, on commence par écrire l'équation brute Cu solide plus Ag aqueux, Ag+, qui va me donner Cu2+ plus Ag solide. Donc au niveau atome, elle est déjà équilibrée, mais au niveau charge, ici j'ai une charge plus, là j'ai deux charges plus. Donc je finis par multiplier ici par 2. Après, j'ai ici deux atomes d'argent, et bien ici pour récupérer l'équilibre, je dois multiplier par 2. D'où la réaction. La deuxième question, donnez les quantités de matière initiale de chaque espèce chimique. Sans doute, vous avez deviné, la relation magique, c'est elle qui me permet de faire tous les calculs. Alors, puisque j'ai maintenant une concentration de Ag+, je dois utiliser la formule concentration fois V, donc est égal N. Je pense que les calculs seront très simples. Pour la quantité de matière initiale du cuivre métallique, c'est M sur grand M, ce qui va me donner N1. Je l'appelle N1 pour pouvoir écrire d'une manière concise dans le tableau de suivi. Donc N1, c'est de 10-3 mol. Et pour calculer la quantité de matière de Ag2+, puisqu'il est aqueux, donc il est solvaté, donc il est en solution, c'est la concentration fois le volume. En faisant les conversions nécessaires, ça veut dire que je dois utiliser le volume en litres et la concentration en mol par litre. Je trouve finalement que N2, c'est 3, 10-3 mol. À la question 3, trouver le réactif limitant en calculant l'avancement maximal. Et bien pour y répondre, on doit construire le tableau d'avancement. Donc voilà, on a construit le tableau avec 5 lignes et le nombre de colonnes correspond au nombre des espèces chimiques mises en jeu dans la transformation chimique, avec l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. À l'état initial, l'avancement c'est 0, à l'état intermédiaire, l'avancement c'est x, et l'état final correspond à l'avancement maximal, c'est-à-dire obligatoirement, il y a l'un des réactifs qui doit disparaître. Toujours, il faut faire très attention, il faut remarquer les coefficients stoichiométriques. Pourquoi? Parce qu'ils seront multipliés par l'avancement x. Pour les réactifs, ça sera avec un signe moins, et pour les produits, ça sera avec un signe plus. Pour déterminer l'avancement maximal de la réaction, on va spéculer, puisque on n'a aucune autre information. J'ai les quantités de matière initiale, donc je vais au premier lieu supposer que N1 moins X max est égal à 0, ce qui va me donner 2, 10 moins 3, c'est le premier candidat X max 1, et je vais poser N2 moins 2X max est égal à 0, ce qui va me faire 3 divisé par 2, c'est 1,5 10 moins 3 mol. Voilà, en comparant les deux, on va trouver que X max 2, c'est le plus petit. Donc l'avancement maximal de la réaction, c'est 1,5 10 moins 3 mol, donné par les éléments Ag+, et qui sont limitants. La question 4, donner les quantités de matière des espèces chimiques présentes dans l'état final du système. Pour répondre à cette question, il suffit de prendre les quantités de matière. Par exemple, pour le cuivre, je vais prendre N1 moins X max, voilà N1 et voilà X max, il va me rester 5 10 moins 4 mol. Pour les ions produits, les HOMA, Cu2+, donc ça va me donner X max, c'est 1, d'accord, et AGS. La question 5, déterminer à l'état final. Alors là, il faut faire très très attention. Les concentrations molaires des ions en présence dans le milieu réactionnel et les masses du ou des solides présents. Je vous rappelle que le système chimique considéré contient aussi les ions NO3-. Donc, dans le récipient final, et à part ce qui est écrit, ce qui est mentionné dans l'équation chimique, j'ai toujours les ions nitrates qu'on a tendance à négliger. Et il ne faut pas. Donc, tout simplement, on aura la concentration
qui ne change pas puisque les ions NO3- ne participent pas à la réaction, donc c'est la concentration initiale. Cu2+, maintenant il doit être égal à X max sur le volume, selon le tableau. La quantité de matière de Cu2+, c'était X max, donc on va trouver 7,5 10-2 mol par litre. Quant au solide, j'ai le cuivre et l'argent. Je vérifie, bon, on avait déjà vérifié que le métal cuivre n'était pas le réactif limitant. On doit calculer la masse du cuivre qui reste, donc c'est la quantité finale qu'on avait déjà calculée multipliée par la masse molaire. Ça va me donner 31,75 mg. Et calculer la masse de l'argent produit, c'est 310-3 multiplié par 107,9 qui donne 323,7 mg. Passons maintenant à l'exercice 5. Selon cet exercice, qui est d'ailleurs fait de deux parties, la première partie, on dispose de la solution du chlorure de sodium, notée S', de concentration C'. Anas prépare une solution SA diluée en prélevant V' est égal à 10 ml de la solution S'. La solution SA est préparée dans une fiole de type 250 ml. Boutaina dilue 10 fois la solution S' et prépare ainsi une solution SB. Alors la question dit, des deux solutions SA et SB ainsi préparées, laquelle est la plus concentrée? Avant de tenter de répondre à cette question, rappelons-nous bien sûr les formules de base, la formule magique à l'aide de laquelle on peut résoudre pratiquement toutes les questions. Lorsqu'il s'agit d'une dilution, dans ma tête, je devrais toujours avoir la relation la concentration initiale fois le volume initial est égal à la concentration finale fois le volume final. Le nombre de fois de dilution, c'est le rapport K défini par le rapport C initial, la concentration initiale sur la concentration finale, qui est égal au volume final sur le volume initial. Donc, pour la retenir, on dit la grande valeur divisée par la petite valeur, que ce soit de la concentration ou du volume. K, c'est le nombre de fois de dilution. On va donc utiliser la relation de dilution C initial fois V initial est égal à C final fois V final en respectant les notations de l'exercice. À savoir, j'utilise cette formule parce qu'on ne m'a pas donné le coefficient de dilution ou bien on ne m'a pas demandé de calculer le coefficient de dilution. Un calcul simple me montre que la concentration de la solution Ca, c'est 8-10-3 mol par litre. Calculons maintenant la concentration de la solution Sb, elle aussi diluée, à partir de la solution S'. Selon les données, je dispose du coefficient de dilution. A priori, je vais utiliser la formule K est égal à Ci sur Cf, CVF sur Vi. Donc, c'est ce qu'on fait, et on trouve que la concentration Cb, c'est C' sur 10, c'est 2-10-2 mol par litre. Donc la réponse à la première question, c'est 8-10-3 pour Ca et 2-10-3 pour Cb. Des deux solutions Sa et Sb, laquelle est la plus concentrée? En comparant les deux valeurs, il est clair que la solution la plus concentrée est Sb. Najwa mélange ensuite 250 ml de la solution S' à 50 ml de la solution Sb. Quelle est la concentration C de la solution S ainsi préparée? Donc, considérons le volume 250 ml de la solution Sa de concentration Ca, qu'on va mélanger avec 50 ml de la solution Cb. Le résultat sera la solution S de volume total 300 ml et de concentration C. Donc pour la démonstration, disons que le volume tiré de SaCVA est celui de SbCVB. Je tiens à souligner que on n'a en aucun cas la présence effective du chlorure de sodium. Alors le chlorure de sodium n'est pas présent dans la solution. On a simplement les ions Cl- et les ions Na+. Mais tout se passe comme si on a
on avait dissous une certaine quantité de NaCl dans 300 ml d'eau. Dans ce cas, on a par définition la concentration C qu'on cherche, c'est la quantité de matière du soluté divisée par le volume du mélange. Donc, d'après le premier récipient, GCA fois VA, c'est la quantité de matière prélevée du premier récipient, et CB fois VB, c'est la quantité de matière prélevée du deuxième récipient. Pour mieux voir, depuis le premier récipient, j'ai prélevé CA fois VA, qui va se mettre ici, et du deuxième récipient, je prélève CB fois VB, qui va se trouver lui aussi dans le mélange. Ainsi, dans le mélange, j'aurai CA fois VA plus CB fois VB divisé par VA plus VB qui est égal, avec les calculs, des 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc ici, j'ai représenté l'application numérique de la chose. N'oublions pas qu'on doit convertir les volumes en litres. C'était là la question 1, 2. Passons maintenant à la deuxième partie. Alors, l'acide sulfurique pur est un liquide visqueux, incolore inodore de formule H2SO4 et de densité par rapport à l'eau dC1,83. On prélève un volume V d'acide sulfurique que l'on ajoute à la solution S. Là, on ne nous donne pas la valeur du volume. Les ions Na+ et Cl- réagissent avec l'acide sulfurique selon deux réactions ioniques séparées. Bien, je trouve souvent des réactions de ce type sur le net. Mais les enfants, il faut toujours faire attention. Ce type de réaction ne met pas en évidence ce qui se trouve effectivement dans le mélange. Je m'explique. Supposons que ce récipient contient le mélange réactionnel. On y trouvera les ions Na+ et Cl-. Mais pensez-vous que H2SO4 liquide restera assemblé dans le mélange? Eh bien non. Alors, cette dissociation, bien cette dissolution, va faire que H+ va réagir avec HCl et SO4- va réagir avec Na+. Le résultat de ces deux transformations, d'après l'équation, c'est Na2SO4 plus HCl. Mais là, il y a un petit hic. Sachant bien que HCl est très fortement soluble dans l'eau. Donc, jamais, dans un milieu aqueux, H+ ne réagira avec Cl-. En réalité, cette transformation ne se fait pas en fait dans un milieu aqueux, mais selon ce qu'on appelle le processus de Mannheim. C'est un processus industriel à l'aide duquel on fabrique le HCl à partir de H2SO4. Donc le problème ici, c'est que on travaille dans des solutions aqueuses, donc on doit travailler plutôt avec ce qui se trouve dans les solutions aqueuses, parce que NaCl n'est plus présent. Même NaCl aqueux n'a pas de sens. Ça veut dire tout simplement qu'on travaille, si vous voulez, en régime de saturation. Donc on travaille en surconcentration. Donc l'idée, c'est qu'on va admettre la réaction et va continuer à travailler. La première question, et on nous demande d'équilibrer cette équation. Il n'y a pas plus simple. On a 2 NaCl plus H2SO4 liquide qui va donner 2 HCl plus Na2SO4. La deuxième question, déterminer la valeur de l'avancement maximal. À ce stade, on est capable de tracer et de représenter ou d'établir ou de construire le tableau d'avancement. Dans la première ligne, on précise qu'il s'agit de là où on écrit l'équation de la réaction. Donc, je reprends mon équation. 1, 2, 3, 4, puisque j'ai 4 espèces chimiques, donc j'aurai ici 4 colonnes. La deuxième ligne, j'y précise, c'est l'entête en fait
de ce qui viendra après. État, donc j'ai 3 états à mentionner, état initial, état intermédiaire et final. L'avancement qui concerne l'état initial, c'est 0. Dans l'état intermédiaire, c'est x. Dans l'état final, c'est x max. J'insiste toujours, les réactifs diminuent de quantité de matière, donc j'aurai moins le coefficient fois x, donc moins le coefficient fois x. Ici, le coefficient, c'est 1, moins x, ici, moins xm. Et là, c'est plus le coefficient fois x. Attention, il faut toujours avoir en tête la ligne en or, si vous voulez. C'est à l'aide de laquelle je peux répondre à toutes les questions qui se rapportent au calcul de la quantité de matière, de la masse, du volume, de concentration, de densité, si vous voulez, de masse molaire, tout ce que vous voulez. Ayons en tête la donnée. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Le volume du gaz, c'est 48 ml. Donc là, le gaz obtenu est toujours à l'état final. Lorsqu'ils nous ont dit, on trouve à la fin de cette expérience un volume, c'est-à-dire la réaction, à la fin de la réaction, on parle de l'état final. Ce qui fait que 2x max doit être égal V du gaz sur Vm. La quantité de matière de NaCl, je la note Na, et c'est la concentration fois le volume. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de dissoute dans de l'eau. Ici, H2SO4, liquide, donc j'utilise la relation petit m sur grand M, avec petit m, c'est bien sûr ρ fois V. Et si on nous donne la densité, alors petit m, c'est la densité fois ρ de l'eau, qui me donne ρ, fois ρ de l'eau, multiplié par V. Donc l'information dont on dispose est celle-là, et à partir de laquelle on va tirer la valeur de X max. On va trouver 10 moins 3 mol. On a bien sûr utilisé l'expression la quantité de matière est égale à V sur Vm. La question 3 montrait que la masse du sulfate de sodium obtenue est 142 mg. Donc bien sûr, puisqu'on a la valeur de X max, je peux remonter à pas mal d'autres données. Donc pour le sulfate de sodium, il suffit de remplacer la quantité de matière par Xm et utiliser la formule petit m sur grand M et trouver la masse. Alors, quand on va faire les calculs, on va trouver que la masse obtenue, c'est 0,142 g. Calculer la masse de NaCl nécessaire à la réaction. La qualification d'être nécessaire impose qu'il est limitant. Pour pouvoir répondre, on va supposer que la quantité de matière nécessaire, c'est N'1. Ça veut dire que NaCl est limitant. On remplace dans nos... Puisqu'il est limitant, donc N'1 moins 2x max est égal à 0. Ceci nous permet de déterminer la masse comme étant 0,117 g. On doit alors retenir, utiliser une quantité nécessaire d'un réactif X veut dire une chose et une chose unique, c'est qu'il est un réactif limitant. Regardez la question, déterminer le réactif limitant. En aucun cas, la question numéro 4 n'affirme que NaCl a été utilisé dans cette expérience en quantité nécessaire. Maintenant, on doit déterminer le réactif limitant pour cette expérience. Rappelons-nous la méthode générale, la méthode classique pour calculer X max. On va supposer que, par exemple, NaCl est un réactif limitant. On va résoudre l'équation N1 moins 2X max est égal à 0. Et puis, on va trouver. Après, on va calculer, on va chercher X max imposé par H2SO4. On n'a pas d'information sur la quantité de matière ou bien la masse introduite en H2SO4 dans la solution. Rappelons-nous que X max est 10 à la puissance moins 3 mol. Et je vais supposer, comme ce que je viens de dire, que NaCl est limitant. Le calcul me donne que X max imposé par NaCl doit être 1,5 10 à la puissance moins 3 mol, qui est supérieur à X max réel. Donc X max 1 n'est pas égal à X max. Ça veut dire que le chlorure de sodium a été introduit en excès. Et donc, le réactif limitant
et H2SO4. Remarquez bien qu'on peut profiter de la question précédente pour répondre aussi à cette question. Faisons-le. On avait trouvé que la masse nécessaire pour que NaCl soit limitant, c'est 0,117 grammes. Si on calcule la masse qu'on avait utilisée, C fois V est égal à petit m sur grand M selon la ligne d'or. Donc, automatiquement, j'aurai la masse utilisée, c'est 0,176 grammes, qui est largement supérieur à 0,17 pour que le NaCl soit limitant. Donc, ce n'est pas NaCl qui est limitant, mais c'est H2SO4 qui l'est. Calculer le volume V de l'acide sulfurique, puis établir le bilan lorsque l'avancement X est égal. Voilà, je pense que c'est direct, puisque H2SO4 c'est le réactif limitant, donc N2 moins X max, qui est écrit ici, est égal à 0. Automatiquement, petit m sur grand M moins X max est égal à 0. Et je sais que M c'est D fois ρ fois V, donc je remplace, et je tire automatiquement V. Le calcul me donne 5,35 10-5, sauf erreur de ma part. Pour imaginer ce volume, c'est 0,054 millilitres. C'est exactement une goutte et demie si on considère qu'un millilitre contient 20 gouttes. Bien sûr, le nombre de gouttes dépend de la viscosité du liquide. Quant au bilan, lorsque X est égal, là c'est direct. Il suffit de remplacer par X selon la donnée 5, 10, moins 4 et on trouve les valeurs suivantes. Passons à l'exercice 6. On mélange le volume V1, c'est 100 ml de solution de chlorure de calcium. On prend du chlorure de calcium et on le met dans de l'eau. Il va se transformer en ion Ca2 plus aqueux et en ion Cl- aqueux. La dissolution dans l'eau est en fait une réaction chimique. C'est une transformation chimique. Une mole de CaCl2 me donne une mole de Ca2+, plus 2 moles de Cl-. Donc, si la concentration de la solution du chlorure de calcium est C, on se demande quelle est la valeur de la concentration effective des ions calcium et celle des ions Cl-. On peut bien sûr construire le tableau de dissociation, le tableau d'avancement associé à cette dissolution, et on va trouver que une mole me donne une mole et me donne 2 moles de Cl-. Pour comprendre cela, je vais multiplier l'équation chimique par C et la lire tout simplement. Alors, si j'ai C mol dans un litre, donc C mol de CaCl2 va me donner C mol de Ca2+ dans le 1 litre, donc la concentration de Ca2+ sera C, et 2 C mol dans le litre, donc la concentration de Cl- sera 2C. Voilà, c'est un résultat qu'on ne doit jamais oublier. On mélange cette solution avec le volume V2 de solution de nitrate d'argent Ag plus NO3-. Les deux solutions ont la même concentration molaire C. Les ions Ag+, et Cl- précipitent pour donner du chlorure d'argent. Donc le chlorure d'argent, c'est un composé insoluble dans l'eau. Écrire l'équation de précipitation. Bien comme d'habitude, avant de continuer la résolution de l'exercice, je dois sur mon brouillon représenter les données. Alors on me donne une solution de chlorure de calcium, de volume V1 et de concentration C, et une solution de nitrate d'argent, de volume V2 et C. N'oublions pas, lorsque j'ai pas mis de plus, donc j'ai pas mis le 2. Parce que ce que j'écris ici, c'est que dans le mélange, il y a les ions chlorure et les ions calcium. Là aussi, j'ai pas mis le plus. Pourquoi? Parce que je ne parle pas de la réaction, je ne parle pas de la transformation, je ne parle que des ions présents dans l'eau. On mélange tout ce petit monde pour avoir un mélange dans le volume et V1 plus V2. Avec bien sûr des ions, mais attention, à cause de la transformation chimique entre les ions chlorure et les ions argent, on ne sait rien des deux. Est-ce qu'il va me rester des ions chlorure? Ou bien va-t-il me rester des ions argent? Ou bien vont-ils disparaître tous les deux? Mais une chose dont je suis sûr, d'après l'énoncé, c'est que j'ai toujours la même quantité de matière avant
et après des ions Ca2+, est la même quantité de matière avant et après de NO3. La seule quantité de matière qui va changer, c'est celle des ions chlorure et des ions argent à cause de leur précipitation en donnant le chlorure d'argent. Donc, pour pouvoir juger la quantité de matière des ions ici, je dois obligatoirement étudier cette transformation, cette réaction, d'une manière quantitative, c'est-à-dire le tableau d'avancement. La première question, écrire l'équation de précipitation, je pense qu'on l'avait déjà faite lors de la discussion. La deuxième question, calculer les concentrations des ions Ag+ et Cl- mises en présence à l'état initial. Comme est-ce qu'on vient de l'expliquer, la concentration du début de Ag+, c'est C, que le coefficient dans son équation de dissolution, c'est 1. Donc, la concentration, c'est 10 moins 2 moles par litre. Pour les ions chlorure, la concentration initiale est 2 fois C, puisque le coefficient dans l'équation de dissolution est 2 pour les ions chlorure. Donc, là, on multiplie par C. Pour le calcium, c'est un seul C, mais pour les ions chlorure, c'est 2 fois C. La troisième question, calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial. Eh bien, avec ce produit magique, on n'a plus de mystère. Il suffit d'utiliser N est égal à la concentration effective fois le volume. Puis n'oubliez pas, on est en train de travailler avant la réaction, donc pour chaque solution, je vais utiliser le volume correspondant. La réponse est donc la quantité de matière initiale des ions Ag+, c'est 10 à la puissance moins 3 mol par litre, et bien sûr en utilisant la concentration effective fois le volume, et la quantité de matière initiale des ions chlorure, c'est 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Établir le tableau d'avancement de la réaction de précipitation, moi je préfère toujours construire, c'est pas grave. Et puis quelle est la masse du précipité obtenu dans l'état final du système? Directement, voici le tableau. Là, on a précisé que N1 c'était 10 à la puissance moins 3 mol et N2 c'est 10 à la puissance moins 3 mol. Bien sûr, à l'état initial, j'ai pas de HCl formé à partir de cette réaction. Je fais remarquer toujours que ce qui m'intéresse, c'est la quantité des produits qui proviennent de la réaction. Et c'est pour cela qu'on met ici 0. Maintenant, on sait tous comment déterminer la valeur de Xmax. On va supposer que Ag est limitant, ça veut dire que N1 moins Xmax 1 est égal à 0. Ceci veut dire que Xmax 1, c'est 10 à la puissance moins 3. Je vais aussi supposer que N2 moins Xmax 2 est égal à 0, ce qui me conduit à dire que Xmax 2 c'est N2, c'est 2 10 moins 3. Puisque 10 moins 3 est plus petit que 2 fois 10 à la puissance moins 3 mol, on a Xmax qui est égal à 10 à la puissance moins 3, donc le Ag est limitant. Enfin, si on veut calculer la masse formée, elle sera Xmax est égal à la petite masse, donc petit m, divisé par la masse molaire de HCl. Je remplace la masse molaire de HCl, c'est 143,4, et Xmax, c'est 10 moins 3. Je trouve c'est 130,4 mg ou bien 0,143 g. La question qui demande plus d'attention, c'est quelles sont les concentrations des ions en solution dans l'état final du système. Vous allez me dire, puisque Ag est limitant, donc les seuls ions qui restent, ce sont Cl-. C'est faux, parce que n'oublions pas notre schéma du brouillon. Alors, si les ions Ag+ ne sont plus, alors il me reste une petite quantité, plus petite d'ailleurs que l'initiale, il me reste une petite quantité de Cl-, avec bien sûr les ions qui n'ont pas réagi. On les appelle les ions spectateurs, il ne faut pas les oublier. Pour déterminer la quantité de matière des ions spectateurs, je n'ai pas besoin d'étudier aucune réaction, parce que directement, ils proviennent de l'état initial et restent tels qu'ils. Sauf que maintenant, avant, ils nageaient dans le volume V1, maintenant, ils sont en train de nager dans le volume total V1 plus V2. Alors, les quantités de matière des ions spectateurs sont définies à partir des données initiales, tandis que les ions qui participent à quelconque réaction doivent être analysés quantitativement en utilisant le tableau de cette manière.
La concentration de Ca2+, c'est sa quantité de matière, c'est C fois V, divisé par le volume total, donc c'est V1 plus V2. On trouve 5, 10, moins 3. Pour NO3-, c'est la même chose, c'est C fois V2 divisé par V1 plus V2. Ça va me donner 5, 10, moins 3. Mais pour les ions chlorure, je dois revenir à mon tableau. Donc, Xmax, c'est 10 à la puissance moins 3. Donc, c'est 2 10 moins 3 moins 10 à la puissance moins 3 que je vais diviser par V1 plus V2. Et je trouve aussi 5, 10, moins 3 mol par litre. Passons maintenant à l'exercice 7. On veut étudier la précipitation du métal argent d'une solution de nitrate d'argent sous l'action du dihydrogène. Pour cela, on synthétise d'abord le dihydrogène à partir d'une action de l'acide phosphorique sur le zinc, puis on attaque une solution de nitrate d'argent par le gaz hydrogène qui s'en dégage. Donc, l'exercice est fait en deux parties. Regardons la première partie. On met dans un tube 1, donc dans le tube 1, on met la masse M1 de zinc en poudre, puis on y ajoute le volume V1, 60 ml de solution S1 d'acide phosphorique. On ne donne que G3H+, plus PO4 3-. Ça veut dire que pour la concentration C1, je multiplie cette équation par C, j'aurai 3C plus C. Donc, la concentration des ions H+, c'est 3 fois C, et la concentration de PO4 3-, c'est 1 fois C, donc c'est C. Alors, il se produit la transformation chimique modélisée par l'équation suivante. Donc, voici notre équation sur laquelle on va travailler. Zn plus 2H+, me donne Zn2+, plus H2. Calculer la quantité de matière N1 de zinc utilisée, on donne la masse molaire du zinc. Déjà, il nous souffle la réponse, ce sera petit m sur grand M. Un simple calcul nous pousse à trouver que N1, c'est 0,16 mol de zinc. La deuxième question, c'est calculer la quantité de matière initiale N2 de l'ion hydrogène utilisé, puis dresser le tableau de la réaction 1. Pour la deuxième question, la quantité de matière N2, c'est la concentration initiale fois le volume. Or, comme ce que je viens de dire, que la concentration c'est 3 fois C, donc N2, ça sera 0,18 mol. Maintenant, chacun d'entre nous sait bien construire un tableau d'avancement. En voici celui demandé à la question 3. La question 4 nous demande de montrer que l'avancement maximal c'est 0,9 mol. On déduire le réactif limitant, donner le bilan de matière de la réaction, calculer les concentrations dans le milieu réactionnel à la fin de la réaction. Je pense que pour la question 4, il n'y a plus de mystère, puisque déjà on a la quantité de matière N1 et la quantité de matière N2, donc il suffit de poser est égal à 0 pour trouver X max 1. Le deuxième candidat, ça sera X max 2, mais attention, il y a un 2 ici, donc c'est N2 divisé par 2. Ça va nous donner 0,09 mol. Et puisque X max 2 est inférieur à X max 1, alors X max est égal à X max 2 est égal à 0,09 mol. Et ce sont les ions H+, qui sont limitants. Ne dites jamais, puisque celui-là est plus grand, bien sûr, et puis non. Il faut aller jusqu'au bout dans les calculs. Bien sûr, pour ne pas commettre de bêtises. Quant au bilan de la réaction, il suffit de faire l'application numérique de la dernière ligne. Ainsi, pour la sixième question, pour déterminer la quantité de Zn qui reste, c'est 1,5 mol par litre. N'oublions pas qu'on divise par le volume, cette quantité divisée par le volume, donc c'est X max sur le volume. Par contre, ces ions ont été des ions spectateurs et n'ont pas participé. Donc, on prend la concentration initiale fois le volume initial, enfin divisé par le volume total, puisque le volume total c'est le même volume, donc ça sera la même concentration. La septième question, calculer le volume du dihydrogène, sachant que Vm est égal. On a ici Vm, on nous demande V, Cn fois Vm. De cette manière, le volume de H2 produit, c'est la quantité de matière de H2, c'est Xm, fois le volume molaire. Tout calcul fait, ça nous fera 2 litres.
pour la deuxième partie. À l'aide d'un tube en verre, on achemine le gaz H1, voilà le tube en verre, alors le gaz H2, pardon, qui va partir du milieu réactionnel 1 pour attaquer le réactif du milieu réactionnel 2. On achemine le gaz produit par la réaction 1 vers le tube 2, qui contient V2, 60 ml de la solution S2 de nitrate d'argent. Et on nous donne la formule de nitrate d'argent, la solution de nitrate d'argent qu'on commence bien à connaître. À la fin de la réaction, on observe un dépôt colloïdal, c'est-à-dire formé de particules d'argent divisées. On modélise la réaction par ça. Alhamdulillah, on nous donne la réaction. Complétez le tableau d'avancement après l'avoir recopié sur votre copie. Je pense qu'il n'y a pas plus simple que cela. La question 9. Sachant que la réaction 2 est stoichiométrique, déterminez la valeur de la concentration C2 de la solution S2. On remplit le tableau d'une manière la plus classique qu'elle soit. Donc voilà, on dit qu'une réaction, bien une transformation chimique est stoichiométrique lorsque tous les réactifs sont limitants. On va poser que n moins 2x max est égal à 0, n' moins x max est égal à 0. On tire l'expression de x max à partir de la première et là l'expression de x max à partir de la deuxième. Remarquez bien, cette fois, je n'ai pas mis Xmax 1 ni Xmax 2. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du même Xmax, parce que tous les deux doivent être limitants. Donc, en identifiant les Xmax, j'aurai obligatoirement n sur 2 qui doit être égal à n'. D'après ce qu'on avait fait déjà, donc n est égal à C de V2, et n', c'est 0,09 mol, on avait déjà vu. C'est la quantité de matière d'hydrogène qui a été dégagée du premier tube. On a C2, C2N' sur V2. Tout calcul fait, on trouve C2, c'est 3 mol par litre. Je vous rappelle qu'on avait utilisé le volume V2, 60 ml, de la solution S2 de nitrate d'argent. Et justement, la concentration des ions argent, c'est justement C2. Bon, c'était la solution du dernier exercice. À la prochaine.